Intelligence artificielle, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que qui dans la salle aurait plus confiance si l'examen est fait par l'intelligence artificielle que s'il est fait par un humain? Levez la main ceux qui auraient plus confiance. Et ceux qui auraient moins confiance. Ah, vous n'avez pas confiance en l'intelligence artificielle. Et alors, par contre, si c'est fait par un humain et vérifié par l'intelligence artificielle? Ah ouais, là, d'accord. Ok. Donc, il faut les deux. Hein. Ça vous rassure, non? Oui, ça vous rassure. Question-réponse. Alors, qui a des questions? On est sur la session cancer du sein. Cancer du sein, qui a des questions? Une fois, deux fois? Alors, pendant que le micro se balade, pour ceux que ça intéresse, on a une petite chaîne Instagram qui s'appelle le JT de la radiologie, parce que je vous le rabâche, on fait le JT de la radiologie aussi. Si vous voulez voir, pour celles qui ne savent pas comment se passe une mammographie, on a fait une petite vidéo qui dure 2 minutes avec l'aide d'une association qui est ici aujourd'hui, qui s'appelle Une Luciole dans la nuit. Donc il y a quelqu'un il y a une patiente qui a accepté de faire le parcours de la mammo, ce qui n'est pas forcément facile de se faire filmer en mammo, mais au moins c'est très didactique et ça montre comment ça se passe. Première question. Oui, bonjour. Parmi les examens, donc, dans les bilans d'extension, est-ce qu'il y a des critères particuliers pour choisir plutôt une scintigraphie ou un PET scan? Oui, alors c'est une bonne question. Alors aujourd'hui, tout dépend ce qu'on peut voir, parce que la scintigraphie, c'est plutôt pour rechercher des lésions osseuses. Donc c'est l'examen qu'on faisait plutôt avant, on faisait un scanner plus une scintigraphie. Et aujourd'hui, maintenant, sur certains cancers, on ne le fait pas pour tous les cancers. On le fait pour des cancers qui sont au minimum stade 2, c'est-à-dire qu'il faut au minimum 2 cm. Ou alors certains types de cancers où on sait qu'ils sont un petit peu plus agressifs, comme des cancers haut grade ou triple négatif. Et dans ces cas-là, on propose plutôt aujourd'hui un PET scanner. Donc c'est un SEP scanner. On vous injecte un traceur radioactif qui s'appelle le 18 FDG. C'est du glucose un petit peu radioactif. Et aujourd'hui, c'est vraiment un examen tout en un. Ça a plutôt tendance à remplacer la scintigraphie osseuse et dans le suivi. Mais c'est vraiment, par exemple, dans un intracanalaire, on ne va pas vous faire un PET scanner, parce que c'est vraiment en général une maladie qui est localisée au niveau du sein. Là, l'idée, c'est de faire un bilan de corps entier, de la tête aux pieds. Autre question? Alors, pendant que vous réfléchissez, c'est la fin de la journée, il faut que ça me montre les questions. Tout à l'heure, c'est vous qui avez montré la couverture du Time avec Angelina Jolie. La double mastectomie préventive, c'est assez extrême. Avec le recul, elle a eu raison. Alors, je ne sais pas si elle a eu raison ou pas. Et justement, parce que ce n'est pas vraiment aux médecins de dire si les femmes ont raison ou pas de faire ce geste-là, parce que c'est très personnel comme choix, en fait. Alors, bon, Angelina Jolie, c'est Angelina Jolie. Aux États-Unis, le système de santé est différent du système de santé français. Et avoir un cancer aux États-Unis, je pense que ça peut coûter très cher. Et donc, ça peut aussi faire que les femmes vont plus vers la chirurgie préventive. En France, il n'y a pas tant de femmes que ça, hein, même si ça augmente un peu, et il y a eu un effet Angelina Jolie, clairement, il y a beaucoup de femmes qui optent plutôt pour la surveillance. Je sais pas si... Question. Alors je continue. Hormones, ménopause, cancer du sein. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, ça. Il y a un lien. Qu'est-ce qu'on fait avec un surrisque, le traitement de la ménopause qui pourrait induire un surrisque. Alors, ça a été mis en cause avec une étude américaine en particulier, mais qui se basait surtout sur les traitements hormonaux qui étaient donnés aux États-Unis, qui n'étaient pas du tout les mêmes niveaux d'hormones et la même répartition d'hormones que ce que nous on propose comme traitements hormonaux de la ménopause. Et donc, on estime qu'avec les traitements hormonaux qu'on donne maintenant, ce risque est très proche de zéro, hein, voire nul. Donc il ne faut pas du tout avoir peur des traitements hormonaux de la ménopause. On remet beaucoup en cause cette étude actuellement, donc il n'y a pas du tout de preuve évidente que ça induit un surrisque de cancer du sein. Question. Ah, il y a une question là-bas. 2, ça y est, ça arrive. C'est toujours quand je dis que c'est la fin de la session questions-réponses en général. Oui, je voulais poser la question justement parce que là on a parlé effectivement BRCA1, BRCA2, donc sur le panel sein ovaire.
mais dans une même famille, on peut trouver aussi des cancers colorectal. Donc, est-ce qu'il y a un lien aussi avec syndrome de Lynch? Alors, c'était effectivement pas le sujet d'aujourd'hui, parce qu'on était sur le cancer du sein, mais oui, les prédispositions héréditaires, ça existe pas seulement pour le cancer du sein. BRCA1 et BRCA2 sont les gènes un peu les plus médiatisés, mais il y a des prédispositions digestives, exactement ce que vous dites sur le cancer du côlon, ça s'appelle le syndrome de Lynch, qui est aussi fréquent que BRCA, qui peut associer à des cancers de l'utérus, en fait, des cancers coliques dans les familles. Donc pareil, plus jeunes ou multiples, enfin, un peu même principe. Ouais. C'est pas les mêmes gènes, par contre. Question suivante. Oui, s'il vous plaît, est-ce que la grossesse peut être un facteur déclenchant d'un cancer? Parce on entend parler de jeunes femmes qui déclenchent un cancer pendant la grossesse. Oui, ça peut être un facteur favorisant dans le sens où on a des taux d'hormones qui sont plus élevés pendant la grossesse. Et donc, quand on a un cancer qui n'était pas encore détecté et qui est hormonodépendant et soumis à des taux importants d'hormones, c'est sûr qu'il va avoir tendance à se développer plus rapidement. Donc, ça peut être un facteur, c'est pas en cause directement dans la jeunesse du cancer, mais ça peut faire qu'il va évoluer un peu plus rapidement à ce moment-là. J'en profite pour faire un point supplémentaire. Cancer et grossesse, suivi du cancer ou dépistage pendant la grossesse. Il y a eu un papier sur scanner pendant la grossesse au JFR. Et c'est une question que moi j'ai entendue quand je faisais mes focus group en région sur les freins au dépistage du cancer du sein. On me dit pas de scanner pendant une grossesse, ce qui peut faire perdre du temps. Alors oui, en général, on évite de faire des scanners pendant les grossesses, en tout cas, notamment dépistage. Quand il y a quelque chose qui n'est pas urgent, on va attendre la fin de la grossesse, même pour la mammographie de dépistage chez les patientes, même BRCA1, BRCA2. On peut tout à fait faire une IRM pendant la grossesse. On peut même injecter le produit de contraste, c'est pas gênant. Et dans ces cas-là, même pour les bilans d'extension, si on a une jeune femme enceinte qui a un cancer, on va faire plutôt une IRM corps entier. On peut tout à fait faire ça, mais on évite tout ce qui est trop de radiation ionisante quand même. Question, on vous a tout appris, il n'y a pas de questions, c'est fantastique. Allez, moi j'en ai une petite dernière. Vous avez parlé de calcification. J'avais entendu, je crois que c'était il y a 2 ans, il y avait un papier sur calcification et risques cardiovasculaires. Oui, alors on sait aujourd'hui qu'on peut trouver des calcifications dans les artères mammaires sur les mammographies. Donc en fait, si maintenant les radiologues sont bien informés de ça, il y a eu des études dessus, c'est comme les marqueurs de l'athérome au niveau des artères coronaires. En fait, plus on a des artères calcifiées sur la mammographie, plus on a un risque. Et donc, c'est important de le savoir. En tout cas, que les radiologues interrogent les femmes qu'ils voient en dépistage en demandant s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire. Et si jamais la femme n'est pas suivie par un cardiologue ou si on n'a pas fait le bilan lipidique, par exemple, c'est important de l'adresser au médecin traitant et de refaire un bilan. Ça peut arriver. Ça. Question? Pas. Ah, allez, une question là-bas, et puis ça va être là. Non. Alors, une question ici, les femmes en premier, cancer du sein. Merci. Alors, moi, j'ai une question sur l'hormonothérapie. Je voudrais savoir quels bénéfices supplémentaires il y a à mettre en place une double hormonothérapie, notamment le décapeptyle. Ça va être plus efficace en fait. Donc c'est vrai qu'on a tendance à le proposer quand on a vraiment envie de faire un blocage hormonal total, quand la maladie peut être un peu plus avancée ou un peu plus agressive. On va plus facilement proposer un double blocage. Oui. Ça sera plus efficace. Oui. Alors j'avais sur l'aspect calcification, donc je sais qu'effectivement on peut faire un score calcique en général pour voir s'il y a des problématiques cardiovasculaires au niveau des coronaires, du cœur évidemment, mais lorsqu'on voit des microcalcifications au niveau du sein, est-ce que c'est aussi est-ce que c'est la même chose? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des microcalcifications qui sont à nouveau dans des artères par exemple, ou est-ce que ce sont des microcalcifications qui sont cette fois-ci dans la masse du sein, mais pas dans un conduit sanguin, on va dire ça comme ça? Oui, c'est une très bonne question. En fait, oui, dans les microcalcifications,
où les calcifications qui correspondent à celles du score calcique, en fait, elles sont vraiment dans la paroi des artères mammaires et elles sont vraiment différentes de celles qu'on peut trouver dans un canal du sein, le canal galactophorique, où celles-là peuvent parfois être un cancer intracanalaire. Mais c'est vrai que parfois, au début, on peut avoir un doute parce qu'il y en a certaines, dans les deux cas, elles peuvent être un petit peu sur un trajet de tuyau, sauf que plutôt dans celles qui sont des cancers du sein sont plutôt irrégulières. Mais de temps en temps, les radiologues peuvent avoir des doutes. C'est pour ça que c'est très important de faire des clichés agrandis, très zoomés, enfin, et bien détaillés sur les mammographies en plus, pour bien faire la différence. Mais en général, on voit bien, c'est plus facile d'analyser les calcifications artérielles des artères, puisque là, elles sont vraiment sur la paroi, ça se voit assez facilement. Bon, alors on va conclure avec, vous savez quoi? Je la vois tout de rose vêtue, c'est Octobre Rose. C'est Sylvie Novakovic qui va nous rejoindre. Sylvie, vous la connaissez si vous écoutez RTL, si vous regardez Courbet. Elle est avocate, et elle est surtout à Enghien adjointe au maire et responsable de la santé, du thermalisme, tout ça. Et vous allez conclure cette journée, Sylvie. Merci Jean-Claude, bonjour à tous. Oui, je suis surtout ici maire adjoint au terme et effectivement et au tourisme et je suis très heureuse d'être parmi vous et surtout merci à Jean-Claude pour cette organisation exceptionnelle. On dit jamais assez merci à Jean-Claude. Ah ben c'est ça. Et merci à vous, professionnels extraordinaires aussi. Vous avez vraiment apporté toute votre lumière et grâce à vous effectivement, je pense que tout le monde va sortir avec une très bonne connaissance effectivement de la réaction qu'il faut avoir lorsqu'on vous annonce un cancer. Alors, Octobre Rose, c'est pour ça que j'ai fait exprès de m'habiller en rose, hein, vous voyez. J'ai voulu être vraiment d'actualité. Donc, Octobre Rose, c'est un mois crucial qui est là pour rappeler l'importance du dépistage et de la prévention dans la lutte contre les cancers du sein. Et on est très étonnés, nous, les professionnels et même les avocats, parce qu'on s'occupe également du droit médical, de constater à quel point eh bien, les femmes répugnent à aller effectivement faire ce contrôle qui est pourtant indispensable. Pourquoi? On ne sait pas. Pourtant, c'est pris en charge à 100% par la sécurité sociale, entre 50 ans et 74 ans. On ne comprend pas, mais pourtant, c'est ce qu'on constate. Alors aujourd'hui, eh bien, vous devez être, si je puis dire, porter la bonne parole. On compte sur vous tous pour porter la bonne parole et que chacun puisse apporter autour de vous, effectivement, cette bonne parole de dire allez absolument vous faire dépister, parce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui sont mortes, qui sont tuées à cause du cancer. C'est véritablement, aujourd'hui, ça reste une hécatombe, ça reste extrêmement grave. Donc si tout le monde se sensibilise, si toute la France se sensibilise, c'est à cause de cette question-là, du fait qu'on a peur d'entendre éventuellement la vérité, et du coup on recule. Et ça, c'est extrêmement dangereux, puis quand c'est pris à temps, eh bien les femmes sont sauvées. Donc voilà pourquoi aujourd'hui cette réunion et cette journée a été extrêmement importante. C'est pour que vous puissiez vous-même être aujourd'hui porteur d'une bonne parole et faisons en sorte que tout le monde puisse vivre sainement et dans le bonheur pour la vie entière. Merci. Merci. Alors, pour voir si on a réussi un peu notre mission, qui aujourd'hui ressort de cette réunion en étant, alors je ne vous dis pas rassuré, mais en étant un petit peu plus rassuré par rapport au cancer que quand il est venu ce matin? Est-ce que vous avez entendu des bonnes nouvelles? Est-ce que c'est de nature à vous rassurer ou pas du tout? Bon, c'est moyen, on n'a pas fait vraiment le job. On n'a pas fait vraiment le job. Et alors, une dernière chose, on a fait, par rapport à ce que Sylvie disait, les freins au dépistage, on a fait toute une étude qui est là-dedans, qui s'appelle Parole de femmes. On a essayé d'écouter justement les femmes et savoir pourquoi elles n'allaient pas, une sur deux ne faisait pas son dépistage dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein, parce qu'il y a aussi le dépistage libre. Hein. Donc on a essayé de compiler tout ça. On a beaucoup parlé. On a rencontré une centaine de femmes, c'était des rendez-vous, des réunions de 2-3 heures à peu près, on a beaucoup parlé avec elles. Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'à l'issue de quelques réunions, il y a ce qu'on appelle les autruches, enfin moi je les appelle comme ça, ceux qui ne veulent pas voir la réalité d'en face et qui ne veulent pas se faire dépister, qui ne veulent pas savoir, qui ne veulent pas connaître, savoir si elles sont porteuses d'un cancer ou pas.
À l'issue de ces réunions, quelques-unes sont allées se faire dépister, donc on a quand même débusqué quelques autruches. Et parmi elles, il y en a une, hélas, qui était positive, mais bon, elle a pu être prise à temps, et c'est déjà pas mal. Donc j'espère qu'au moins, on a fait ce job aujourd'hui, de vous sensibiliser sur le fait qu'il y a des cancers évitables, on en a parlé ce matin, cancers évitables, qu'il y a des vaccinations pour certains cancers et qu'il y a des cancers actionnables, évitables, actionnables, vaccination. Et donc, effectivement, comme disait Sylvie, porter la bonne parole. Moi, j'ai une question perso à vous poser. Vous êtes à Gustave Roussy et vous êtes au CC, non, pas au CCN à Sarcelles. Ça vous fait peur à toutes les deux aujourd'hui, le cancer? Vous en voyez plein des cancers. Ça vous fait encore peur ou pas? Demain, je vous annonce que... Allez, je ne veux pas vous porter la poisse. Oui, c'est une question En toute honnêteté. Et en toute honnêteté, oui, bien sûr. Enfin, oui, évidemment. On m'annonce un cancer. Je pense que la peur prend le dessus en premier lieu. Et puis après, on sait aussi que maintenant, il y a des traitements très efficaces. Mais bon, voilà, il y a aussi cancer et cancer. Hein. C'est sûr que selon le type de cancer, il n'y a pas les mêmes avancées thérapeutiques, il n'y a pas les mêmes pronostics. Mais oui, on est tout à fait humain et je pense que le mot fait très peur dans un premier temps. Même si dans le cancer du sein, la grande majorité des cancers seront guéris. Oui. Hein, c'est certain. Oui, de toute façon, pour tout le monde, le mot cancer fait forcément peur au départ, qu'on soit médecin ou pas médecin. Après, effectivement, comme vous disiez, donc il y a cancer et cancer. Il y a certains facteurs qui peuvent éviter les cancers. Donc ça, c'est important. Il y a 40% des cancers qui sont évitables. Hein. Donc en fait, il faut vraiment travailler là-dessus. Et puis, et après, si on constate effectivement qu'ils sont là, aujourd'hui, c'est clair qu'il faut se laisser porter par les équipes qui ont l'habitude de les prendre en charge. Et ça a tellement progressé, la recherche aussi a tellement progressé. On a encore beaucoup de progrès à faire, c'est clair. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des cancers qui vont même plus exister. Hein, grâce à la vaccination HPV, en Australie, ils ont éradiqué le cancer du col. Donc, il y a 20 ans, c'était pas du tout le cas. Donc, il y a aujourd'hui des cancers qui n'existent plus. Et pourtant, ce matin, on nous disait qu'il n'y a que 20% des femmes qui se font vacciner. C'est ça, c'est vraiment un problème. Il y a des choses à faire. Et en France, on est très mauvais là-dessus. Hein. On risque d'être le seul pays en Europe où il va encore y avoir des cancers du col, alors que nos voisins vont l'avoir éradiqué. Donc, si on regarde, il faut regarder sur à grande échelle et ne pas en avoir peur à ce moment-là. Notre étude, elle concernait le cancer du sein. Hein, pas les cancers en général, mais le cancer du sein. Et les femmes, c'est drôle, les femmes ne nous ont jamais parlé de la mort en 5 réunions et 3 heures de débat dans ces réunions. On ne nous parle pas de la mort, parce que effectivement, le cancer du sein se soigne de mieux en mieux. Mais ce qui vient tout de suite, c'est la représentation de la maladie et c'est la peur de basculer dans cet univers du cancer, de mettre en parenthèse sa vie pendant un certain temps, où tout va tourner autour des rendez-vous, de la chimio, de la peur de perdre ses cheveux, la peur d'avoir un traitement mutilant. Il y a une femme qui m'a dit « moi je vais perdre mes super pouvoirs », donc problème aussi de séduction. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que cette représentation de la maladie, c'était quelque chose de très important, c'est peut-être un des freins principaux. Et il y a une femme qui nous a dit quelque chose de marquant, c'était assez émouvant parce que c'était une femme qui était sous chimio, elle avait son turban, elle avait perdu ses cheveux, et d'une voix chevrotante, elle nous a dit « mais vous savez, j'en suis à mon 3e cancer », et là le silence s'est fait dans la salle, et elle a dit « ce qu'il faut dire aux femmes et ce qu'il faut dire aux gens, c'est que tout a changé entre mon premier cancer et celui-là, et qu'on ne traite plus les gens pareil, et qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Alors, il ne s'agit pas de dire que le cancer, c'est une partie de plaisir, mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la représentation de la maladie, parce que la maladie telle qu'on se la représente, c'est la maladie qu'a eu sa mère, sa grand-mère éventuellement, avec des traitements ultra lourds à une certaine époque. Et encore une fois, ce n'est pas une partie de plaisir aujourd'hui, mais je pense que il y a un travail à faire sur la représentation de la maladie. Je voudrais juste vous entendre là-dessus, puis après on conclut.
Oui, effectivement, c'est le message que j'ai essayé de faire passer avec les nouvelles voies, enfin les nouveaux médicaments qu'on a, c'est qu'ils sont beaucoup moins toxiques. Les chimiothérapies aussi, elles sont moins toxiques qu'auparavant. On les gère beaucoup mieux. On a maintenant des médicaments très efficaces contre les nausées, ce qu'on n'avait pas auparavant. Moi, je suis oncologue radiothérapeute, donc en radiothérapie maintenant pour le cancer du sein, on fait des traitements beaucoup plus courts qu'auparavant. On fait des traitements de 3 semaines versus 5 à 6 semaines avant, voire même en 1 semaine. Dans certains cas particuliers, on peut proposer des traitements sur 1 semaine. Donc on a vraiment gagné sur les temps de traitement, les toxicités, la gestion des effets secondaires. En radiothérapie, maintenant, on traite avec des techniques qui permettent d'épargner totalement le cœur. On n'a plus du tout les effets cardiaques à moyen long terme qu'on pouvait avoir auparavant. Donc il y a des améliorations constantes dans l'efficacité et la réduction des effets secondaires et des toxicités des traitements. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Après, comme vous le disiez, c'est jamais réellement une partie de plaisir, ça c'est évident. Ça reste malheureusement, on ne traite pas le cancer avec du Doliprane. C'est des traitements qui sont forcément un petit peu lourds, mais il peut y avoir des parcours assez simples et avec très peu d'effets secondaires. Et on a même des patients qui continuent à travailler, à mener une vie, à faire du sport, à s'occuper de leurs enfants en bas âge, etc. au cours des traitements, sans qu'on soit obligé de mettre totalement la vie entre parenthèses. Voilà, écoutez, j'espère qu'on vous a rassuré. Je vous remercie beaucoup d'être venu aux entretiens médicaux d'Anguin. Notre prochaine petite réunion, puisque vous savez qu'on fait des petites réunions sur le format 19-21 heures, ce sera sur l'endométriose. Je n'ai pas encore la date, mais voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, portez-vous très bien même.